Donc je vais vous parler aujourd'hui d'affectation dans l'enseignement supérieur, enfin, principalement dans l'enseignement supérieur, mais ça pourrait être aussi pour le lycée. Et donc je vais vous parler de sélection et d'algorithmes. Alors comme vous voyez, il y a pas mal de choses à dire, pourtant on fera qu'effleurer le sujet. Alors premier mot du sujet, qui est un mot qui fait apparemment un peu peur en ce moment, parce que ça a l'air d'être un mot très récent qui est découvert par beaucoup de monde en ce moment. Algorithme. Alors algorithme, je suis allé chercher dans le dictionnaire Littré, c'est marqué que c'est un procédé de calcul. Et donc qui dit procédé de calcul dit pas a priori qu'il y a besoin d'ordinateur. Okay. D'ailleurs, je pense que tout le monde sait bien, enfin vous avez sans doute une idée des plus anciens algorithmes qui existent et de la date à laquelle ils remontent. Je ne sais pas si vous avez... Alors on parle de l'algorithme d'Euclide. Et donc c'est bien antérieur aux ordinateurs. Il y a même une méthode qui s'appelle la méthode de Héron qui a été écrite par Héron d'Alexandrie au 1er siècle pour le calcul de la racine carrée, et on soupçonne qu'elle est bien antérieure, et c'est peut-être celle qui a été utilisée pour calculer racine de 2 sur une tablette qui s'appelle la tablette YBC 7289, et qui a sans doute été écrite entre moins 1900 et moins 1600. Donc voilà, le mot algorithme... Alors la notion d'algorithme n'est pas complètement récente. Le mot algorithme, on peut se demander lui-même s'il est récent. Alors je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus. Oui, donc l'origine effectivement, le mot vient du nom du mathématicien arabe Algorithmi. Je ne sais pas exactement comment on prononce, mais la question c'est depuis quand il est dans la langue française. Alors une petite indication. Le dictionnaire de Littré que j'ai pris là, j'ai pris un fac-similé de 1873-1874, donc c'est déjà pas tout récent. Et quand vous regardez le fac-similé, on voit que ça arrive au moins au XIIIe siècle. Cette sonofiance est appelée algorithme de lequel nous usons de telles figures, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, c'est dans un bouquin qui s'appelle le Compute, qui était utilisé pour calculer des dates. Et puis on le retrouve au XVe siècle, on le retrouve au XVIe siècle. Bon, il a pris petit à petit son sens de procédé de calcul. Legendre utilise le terme algorithme. Et d'ailleurs, ici, Littré cite la troisième ligne, la notion d'algorithme différentiel, de méthode de calcul. Voilà. Alors, si on parle d'algorithme d'affectation dans le supérieur, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. On a depuis longtemps des algorithmes d'affectation dans le supérieur. Simplement, on ne les a peut-être pas étudiés en tant que tels. Donc si je regarde la situation des bacheliers en 1990, une situation que je connais un petit peu puisque c'est l'année de mon bac, il n'y avait pas d'ordinateur a priori pour affecter les bacheliers. Quand on voulait postuler en CPGE, on remplissait un dossier papier qui était envoyé dans la classe prépa où on postulait, et puis si on était rejeté, le dossier était transmis sur la deuxième classe prépa où on postulait, puis si c'était rejeté, transmis sur la troisième classe prépa. Ça se faisait tout à la main, avec la poste, j'imagine. Donc il y avait un procédé en tout cas qui était clairement défini, une procédure clairement définie. Pour l'affectation en université, il y avait un procédé qui n'était pas officiellement défini, mais qui en pratique était assez bien établi. Le principe était simple, vous aviez droit de vous inscrire où vous vouliez, sauf quand il n'y avait plus de place. Donc le principe c'est si vous étiez motivé, il fallait camper devant l'université pour vous inscrire. D'accord ? Mais donc l'algorithme était premier arrivé, premier servi. Voilà, donc la notion de sélection, même si on en parle beaucoup en ce moment. Pour moi, elle existe depuis au moins 30 ans en France, et pas que dans les filières dites sélectives, mais elle n'est pas assumée, puisqu'on fait semblant de croire qu'elle n'existait pas, avec des critères qui sont divers et variés et pour le moins discutables. Par exemple, donc le critère dont je viens de parler, premier arrivé, premier servi, est-ce que c'est un bon critère ? L'année où les bacs... je me rappelle très bien qu'il y a une année où les bacs F avaient eu leurs résultats du bac avant les bacs C. Donc ils avaient pris les places en doc de sciences, et donc ce qu'on appellerait aujourd'hui la première année de licence, et il n'y avait plus de place pour les bacs C, qui étaient les bacs scientifiques, qui auraient assez naturellement pu vouloir aller en doc de sciences. On peut évidemment faire de la sélection par l'argent. Il y a des universités privées qui mettent des droits, enfin des universités ou des formations privées qui mettent des droits d'entrée qui sont suffisamment élevés
pour dissuader les gens qui n'ont pas les moyens. Ça peut se faire au hasard, ça s'est fait ces dernières années. Ça peut se faire sur critères sociaux, ou ça peut se faire aussi au mérite. Alors tout dépend de ce qu'on entend le mérite, mais en tout cas avec des résultats, des critères du type les notes obtenues au baccalauréat ou avant le baccalauréat. Donc cette sélection, c'est une conséquence immédiate de la différence entre l'offre et la demande. Et moi, il me semble que c'est intéressant d'étudier ce qui se passe là. D'étudier ce qui se passe là, puisqu'on en parle relativement peu de comment on fait cette sélection. Alors on peut toujours espérer que l'an prochain, il n'y aura plus de sélection parce qu'il y aura de la place pour tout le monde. Moi, j'y crois pas trop. Donc je pense que c'est intéressant quand même de se poser la question de comment on fait cette sélection et est-ce qu'on peut la faire, est-ce qu'on la fait bien, est-ce qu'on peut la faire mieux. Voilà. Alors une autre chose intéressante à remarquer, c'est que cette question de comment sélectionner, elle n'est pas tout à fait nouvelle. Pour rentrer dans les internats de médecine aux États-Unis, alors je ne sais plus exactement dans quelle partie des États-Unis, mais dès 1951, il y a eu l'idée qu'on pourrait mettre en place un algorithme centralisé avec les étudiants de médecine qui exprimaient leurs vœux sur les internats sur lesquels ils désiraient aller. Et puis il y avait un bureau centralisé qui centralisait toutes les demandes et qui appliquait un certain algorithme pour répondre à ces demandes. Je ne sais pas comment l'algorithme était implanté. Est-ce que c'était sur papier, avec papier-crayon, voire tableau, des tableaux blancs, enfin tableau noir plutôt. Est-ce que c'était avec de la mécanographie? Bon, je ne sais pas. En tout cas, c'était très probablement pas des ordinateurs électroniques. Et puis en 1962, il y a un article qui a fait quand même beaucoup parler de lui, de Gail Shapley, qui s'appelle « College Admission and the Stability of Marriage ». Donc si vous avez entendu parler de mariage stable, ça vient de cet article-là, qui parlait pas de mariage stable juste comme ça pour s'intéresser à des questions vraiment des questions de mariage, mais parce qu'il s'intéressait à des questions d'entrée dans des formations. En France, c'est des résultats qui sont plutôt connus des informaticiens et des économistes, en tout cas les résultats un petit peu techniques sur les mariages stables. Est-ce que ça a une conséquence sur les politiques publiques? Très franchement, on n'a pas l'impression qu'il y ait eu des conséquences énormes sur les politiques publiques, d'où le titre de ce transparent. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un syndrome du type pas inventé ici, not invented here? Donc ça n'a pas été inventé ici, donc on ne connaît pas, donc on n'applique pas, et on reste avec nos méthodes parce qu'on a toujours fait comme ça, et qu'on ne voit pas pourquoi on changerait maintenant alors que ça fait des années qu'on fait comme ça. Donc l'objectif de mon exposé, c'est d'essayer d'ouvrir un petit peu la discussion sur les algorithmes qu'on peut envisager, sur les questions d'implantation des algorithmes, parce que ça, on en parle extrêmement peu. Or, je pense que c'est des questions qui sont aussi très importantes. Le diable est souvent dans les détails en informatique. Sur quels risques et quelles opportunités sont associés à ces algorithmes. Et puis, ultimement, on pourrait quand même se poser aussi la question quels sont les critères de sélection qu'on veut, parce que c'est rarement discuté, je trouve, ou quels sont les objectifs de l'enseignement supérieur, c'est lié à la question des critères de sélection. Alors, je vais commencer par présenter un algorithme d'affectation classique, qui est un algorithme qui est tellement classique qu'il est utilisé presque partout, il est très naturel. C'est le suivant. Vous avez des étudiants qui postulent sur des écoles. Donc quand je dis étudiants, ça peut être des collégiens qui postulent sur des lycées, ça peut être des étudiants qui postulent à l'université. Enfin, il y a plein de situations similaires. Hein. Chaque étudiant a des préférences vis-à-vis des différentes écoles. Donc il a un certain ordre de préférences. Chaque école elle-même a des préférences sur les étudiants, donc elle classe les candidats. Et l'idée, c'est que chaque école va commencer par proposer une place à ses candidats préférés, mais évidemment dans la limite des places disponibles. Et puis, chaque étudiant qui a au moins une proposition va décider soit d'accepter la proposition, soit de la rejeter. L'idée étant qu'il accepte au plus une proposition et il rejette les autres. Okay. Et lorsqu'un étudiant rejette une proposition, il en informe l'école, qui sait qu'il y a un désistement, et donc qui va appeler un nouvel étudiant. Okay. Et ce, jusqu'à ce que plus rien ne bouge, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de désistement, donc ou bien les écoles sont remplies, dans la situation idéale, les écoles sont remplies et il n'y a plus d'étudiants sur le carreau. Il se peut aussi qu'il y ait trop d'étudiants
donc qu'il y ait des étudiants qui restent sur le carreau, ou à l'inverse, il se peut qu'il y ait plus de places que d'étudiants, c'est la situation idéale, mais ce n'est pas forcément celle qu'on a aujourd'hui. Alors ça a été utilisé où? C'était le principe dans les écoles d'ingénieurs dans les années 90, vous passiez plusieurs concours, et puis on vous disait vous êtes admis sur tel concours, ou alors vous êtes sur liste d'attente. Et sur liste d'attente, ça voulait dire qu'il faut attendre qu'il y ait suffisamment de monde qui se désiste pour pouvoir être reçu. Okay. Avec quelle technologie, donc comment on faisait le classement des étudiants? Ça se faisait par un concours. L'implantation, donc quelle technologie était utilisée? C'était papier-crayon. Et l'implantation, c'est ce que j'appellerais une implantation distribuée, puisque l'algorithme, ce n'est pas un algorithme qui tourne tout seul comme ça, avec des entrées au départ, des sorties à la fin. C'est un algorithme qui va commencer à tourner, qui va contacter les candidats, et qui va demander aux candidats, au fait, qu'est-ce que vous voulez comme école? Les candidats répondent aux écoles. En plus, ce n'est pas centralisé, c'est chaque école qui gère de son côté. Donc on est sur ce qu'on appelle un algorithme distribué, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs unités d'exécution. Chaque école exécute une partie de l'algorithme, et chaque étudiant exécute une partie de l'algorithme, qui est une partie relativement minime, mais qui consiste juste à dire « je préfère ce vœu-là, j'ai eu 3 propositions et je préfère celle-là aux 2 autres ». Pour rentrer dans les universités, donc dans les années 90, c'était le même principe, sauf que le classement, il était fait en général au premier arrivé. Okay. Là encore, c'était distribué, c'est-à-dire qu'il fallait essayer d'être le premier arrivé sur la formation qui vous plaisait le plus, et puis aussi, si possible, d'être le premier arrivé sur une autre formation, si jamais il n'y avait pas de place sur la première. Okay. Donc vous postuliez sur plusieurs formations, et puis vous pouviez être en liste d'attente sur certaines. Là encore, je suppose que c'était essentiellement fait avec papier-crayon à l'époque. Est arrivé APB à partir de 2002, je crois, pour les classes prépa. Donc le classement, ça était fait à partir d'un dossier qui était envoyé aux différentes classes prépa. Donc chaque classe prépa classait. Il y avait une partie, alors j'ai marqué que l'implantation était centralisée. Alors c'est que partiellement vrai, la partie classement, elle était décentralisée. Enfin, elle était distribuée puisque chaque classe prépa notait les étudiants, classait les dossiers d'étudiants, mais après, pour faire tourner l'algorithme d'affectation, c'était complètement centralisé et c'était fait sur un ordinateur. Pour les universités ont rejoint, je ne sais pas en quelle année elles ont rejoint le système APB, et en tout cas l'an dernier, alors j'ai mis jusqu'à 2018, c'était jusqu'à 2017, puisqu'APB n'existe plus, jusqu'à l'an dernier, en tout cas l'an dernier, il y a eu des tirages au sort qui ont été faits pour pouvoir départager les candidats sur des formations qui étaient dites non sélectives. Mais c'est bien une sélection. Donc c'est une sélection non sélective, si vous voulez. Mais voilà. Et c'était fait toujours sur ordinateur avec un algorithme, un programme qui est un algorithme qui n'est pas distribué mais qui est centralisé. Parcoursup, c'est un peu le même principe que précédemment, ça va être sur dossier essentiellement, avec une implantation, alors là qui va être fortement distribuée, puisque ça va être ordinateur humain, donc c'est un petit peu comme pour les écoles d'ingénieurs dans les années 90, c'est que on va placer les étudiants dans les formations dans la limite des places disponibles, et puis, quand un étudiant aura reçu plusieurs propositions, on lui dira qu'il faut choisir. Okay. Alors, le fait qu'un algorithme soit distribué ou exécuté en un seul point, ça a des conséquences. Notamment, quand vous faites un algorithme distribué, il y a de la communication qui a lieu, donc il peut y avoir des pannes de communication. Et quand il y a des pannes, il faut savoir comment on les répare. Est-ce que c'est bien prévu aujourd'hui dans Parcoursup? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer quand il y aura un élève qui aura une panne, c'est-à-dire qu'il va cliquer sur le mauvais bouton au mauvais moment? On risque de lui dire c'est tant pis pour vous. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des mécanismes de réparation qui soient prévus. Un autre problème des algorithmes distribués, une autre difficulté, c'est que la communication, ça prend du temps. Et en l'occurrence, au lieu d'avoir un résultat qui est immédiat, comme c'était fait par APB, puisque essentiellement le résultat d'APB il était connu au bout du premier tour, ici on va avoir quelque chose qui va durer plus longtemps. Alors, on va essayer de regarder comment fonctionne cet algorithme. Alors, je vais prendre une situation très simple. On a Alice et Béa qui sont 2 bachelières qui postulent sur 2 formations que j'ai appelées alpha et bêta. Et c'est des petites formations, elles n'ont chacune qu'une seule place. Okay. Alors, on va supposer que Alice préfère aller dans l'école bêta et Béa dans l'école alpha.
mais qu'en revanche, alpha classe Alice en premier et bêta classe BA en premier. Alors je représenterai ça par ce petit tableau qui est là, qui est la notation qui est utilisée par Gale et Shapley. Comment il faut le lire? Sur la ligne où vous avez alpha, les chiffres que vous avez en bleu, là, à gauche, ce sont les préférences de alpha. Donc alpha en première préférence à Alice, et en deuxième préférence bêta. Okay. Bêta en deuxième préférence, donc à BA en première préférence, c'est le 1 en bleu sur la deuxième ligne, et en deuxième préférence à Alice. Okay. Pour ce qui est des préférences des bachelières ici, Alice en première préférence à bêta, c'est le chiffre qui est en noir dans la colonne Alice, d'accord, et en deuxième préférence alpha, alors que BA préfère alpha et puis ensuite bêta. Ok. Donc ici, que va faire l'algorithme? Alpha va appeler la personne qui est la première dans sa liste de préférences. Qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc alpha va appeler Alice et bêta va appeler BA. Okay. La seule place de alpha est prise, la seule place de bêta est prise. On attend qu'il y ait des désistements. Alice et BA n'ont pas du tout intérêt à se désister parce qu'elles n'ont rien d'autre. Donc elles ne vont pas se désister. Résultat, il n'y a pas de désistement, l'algorithme s'arrête et Alice est affectée en alpha, BA en bêta. Alors c'est optimal pour les écoles alpha et bêta puisqu'elles ont recruté la personne qu'elles avaient classée premier. Mais en revanche, pour Alice et BA, c'est pas terrible. Elles ont eu leur deuxième E chacune. Okay. Alors, quand on connaît la situation, il y a des stratégies qui sont possibles. Si Alice et Béa veulent augmenter leur chance d'être dans l'école qu'elles préfèrent, elles peuvent être malines. Par exemple, Alice peut décider de faire exprès d'échouer au concours d'entrée à alpha. Si elle fait ça, sur le concours alpha, au lieu d'être première comme tout à l'heure, elle est deuxième. Et donc alpha va classer Béa en premier, puis Alice en deuxième. Qu'est-ce qui va se passer? Alpha et bêta vont toutes les deux appeler Béa. Okay. Béa a le choix entre alpha et bêta, elle préfère alpha. Donc elle va refuser bêta. Donc bêta va dire ok, il y a une place vacante, donc j'appelle la deuxième personne sur ma liste, c'est Alice, et Alice arrive en alpha. Résultat, alpha recrute Béa et bêta recrute Alice, c'est exactement ce que voulaient Alice et Béa. Donc moralité, ça peut être une bonne idée d'échouer à un concours pour réussir à rentrer dans l'école d'à côté. D'accord. Alors si on fait confiance à Béa, si avec 15 autres personnes, il faut faire attention à échouer un tout petit peu pour être deuxième et peut-être pas pour être 15e. Donc il faut bien viser. Donc c'est une stratégie. J'ai pas dit que c'était une stratégie qui était sans risque, hein, d'accord. Mais il y a des situations où finalement en réussissant moins bien, on obtient mieux. D'accord. Voilà. J'ai pas précisé, n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions. Hein. Oui. Est-ce qu'il existe des stratégies du même style de manipulation des résultats pour les écoles qui recrutent? Alors, c'est une bonne réponse, une bonne question, j'y reviendrai plus tard. Mais non, il n'y a pas de stratégie pour les écoles, ici, dans ce sens-là. Oui. Dans ton exemple précédent, il y a quand même une hypothèse cachée, qui est que Alice et Béa ont l'information. Alors, bien sûr, pour réussir à avoir des stratégies, il vaut mieux avoir des informations, il vaut mieux être bien informé. D'accord. Si Alice joue à échouer au concours, mais qu'elle ne sait pas que juste avec Béa, il y a une autre personne ex aequo, et qu'elle fait moins que toutes les deux, et que l'autre personne en question est très intéressée par l'école qui intéresse Alice, c'est-à-dire l'école bêta, Alice risque d'avoir un gros problème. Enfin, ou si elle ne sait pas plutôt qu'il y a... Non, le problème c'est si elle ne sait pas qu'il y a quelqu'un d'autre entre elle et Béa sur l'école bêta. D'accord. Donc évidemment, ça suppose d'être très bien informé. D'accord. Mais c'est pour montrer que, voilà, en ayant les bonnes informations, ça peut être intéressant de faire exprès d'échouer. Ou une autre façon de voir les choses, en ayant les bonnes informations, ça peut être intéressant de dire finalement je ne suis pas intéressé par l'école alpha. Donc Alice pourra dire mais moi je ne suis pas intéressé par l'école alpha du tout. Donc elle ne met pas école alpha dans ses vœux. Alpha, allez savoir pourquoi alpha a quand même classé Alice, mais Alice dit non, j'en veux pas. Okay. Donc elle prend un risque. Elle prend le risque de ne pas être recrutée du tout. Elle dit je veux bêta ou rien. Et résultat, comme tout à l'heure, il se trouve que alpha va essayer d'appeler Alice qui va lui dire je ne suis pas intéressé, donc va appeler Béa.
BA aura le choix entre alpha et bêta, va se désister de bêta, et ça fera une place pour Alice. Okay. Donc mentir sur ses préférences peut être payant. Alors j'ai bien dit peut être payant, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée de le faire, surtout si on ne sait pas ce qui se passe. Ça peut aussi conduire à perdre beaucoup. Alors, pour étudier toutes ces questions, donc il y a un cadre théorique qui est celui des mariages stables, qui a été introduit par Gale et Shapley en 62. Et on va voir un petit peu quelles sont les réponses, quel est le point de vue que Gale et Shapley introduisent. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que c'est un article mathématique qui est assez peu ordinaire. Il fait seulement 7 pages, et dedans, il y a 0 formule mathématique. Et en revanche, il y a 3 idées absolument géniales. D'abord, la première idée que j'ai reprise ici, c'est d'étudier le cas où chaque école n'a qu'une seule place. Pourquoi ? Parce que ça permet de voir un petit peu mieux ce qui se passe avant de généraliser. Essentiellement, l'article n'étudie que le cas des écoles à une place et termine en disant le cas des écoles avec plus de place est laissé au lecteur. Ce qui n'est pas complètement déraisonnable, mais il y a des petites choses qu'on ne voit pas forcément dans ce cas-là. Et il introduit une métaphore, qui est une métaphore du mariage. Alors, mariage hétérosexuel, c'est quand même en 1962. En assimilant les écoles à des hommes et les étudiants à des femmes. Et qu'est-ce que c'est qu'affecter des étudiants dans les écoles ? C'est jouer les entremetteurs ou les entremetteuses et associer à chaque homme une femme, à chaque femme un homme. Okay. Il ne parle pas de mariage polygame, ce qui serait peut-être ce qu'on cherche après, mais voilà. Et ils s'intéressent à une notion qu'ils appellent la notion de stabilité. Alors la notion de stabilité est la suivante, c'est que si on imagine qu'Alice est mariée avec Albert, que Béa est mariée avec Bob, que Alice préfère Bob à Albert, et que Bob préfère Alice à Béa, vous imaginez bien les risques vaudevillesques que ça pose. Donc on va dire que ces mariages sont instables. Alors, il y a des graves risques moraux, ce qui en 62 était sans doute assez redouté. Et de façon similaire, si Alice est affectée dans l'école A et BA dans l'école B, que Alice préfère B à A et que B préfère Alice à BA, dans ce cas-là, Alice peut être légitimement jalouse de BA, puisque elle était préférée à Alice dans l'école B, mais on ne lui a pas proposé l'école B. Elle était préférée à BA dans l'école B, mais on ne lui a pas proposé l'école B, on l'a proposée à BA. Et donc là, ce que vous risquez, en dehors du côté moral, c'est un risque de recours juridique. Je ne suis pas sûr que les écoles en aient très envie aujourd'hui. Donc le ministère en est très envie. Alors en plus, à l'époque, pour Gale et Shapley, en fait, les gens qui participaient à ces affectations, les premières procédures qui ont été mises en place, le faisaient de façon volontaire. C'est-à-dire que les écoles qui proposaient ça, les écoles de médecine qui proposaient ça, le faisaient de façon volontaire. Donc, si on leur expliquait qu'on risquait de leur affecter quelqu'un, qu'on risquait de leur affecter BA alors qu'elle préférait Alice et que Alice préférait venir que l'endroit où elle est, ils n'avaient pas très envie de jouer à ce jeu. D'accord ? Donc d'où la question, est-ce qu'il y a une procédure algorithmique qui va garantir la stabilité des mariages ? Alors, sur l'existence de mariages stables, donc il y a déjà une réponse de Louis Aragon qui n'est pas récente, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais on peut faire la remarque suivante la procédure, sur ce qui se passe dans la procédure classique, c'est que le sort des femmes ou des étudiants s'améliore au fur et à mesure du déroulement de l'algorithme, puisqu'au début, ils n'ont pas de proposition, puis petit à petit, on leur propose des choses, et ils n'abandonnent une proposition que pour une meilleure proposition. Okay. À l'inverse, les perspectives des écoles ou des hommes empirent, puisque l'école se dit « Ah, je vais peut-être pouvoir recruter le premier de ma liste », et puis finalement, le premier ou la première décline, donc on passe au suivant, etc. Okay. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que si l'école B préfère Alice à BA, elle va inviter Alice avant d'inviter BA. Okay. Donc ça veut dire que alors je ne l'ai pas mis ici, Alice aura un homme ou une école qu'elle préfère à BA au sens large, puisque au moment où elle est invitée par l'école B, ou bien elle a déjà quelque chose de mieux et elle dira non, ou bien elle va dire oui et elle ne lâchera l'école B que si elle a mieux après. Donc elle aura au moins aussi bien que
qu'elle préfère, pardon, elle aura un homme ou une école qu'elle préfère à B et pas à BA, qu'elle préfère à l'école B, ça ne veut rien dire. Excusez-moi. Donc Alice aura un homme ou une école qu'elle préfère à l'école B, okay, à l'école ou l'homme B. Donc ce qui veut dire qu'il ne peut pas y avoir de jalousie d'Alice envers BA sur cette école. Okay, et ça se généralise évidemment à toutes les personnes qui participent à cet algorithme d'affectation. Donc ça veut dire qu'à la fin, on a des mariages qui sont tous stables, ou des affectations qui sont sans jalousie légitime. D'accord ? Donc ça, c'est déjà un point assez intéressant. Alors stabilité, ça ne veut pas dire grand amour. Par exemple, ici, là, si on regarde ce qui se passe, alpha classe Alice en premier, donc va appeler Alice. Bêta classe BA en premier, donc va appeler BA. Gamma va appeler Charlotte en premier, puisqu'elle est classée en premier. Ben, il n'y a aucun désistement, puisqu'elles sont toutes les trois sur des écoles différentes. Il n'y a personne qui a eu plusieurs vœux. Okay, elles ont toutes eu un seul vœu, une seule proposition, donc il n'y a pas de désistement, donc on a fini. Ce qui fait que Alice est en alpha, qui est son troisième vœu, que BA est en bêta, qui est son troisième vœu, et que Charlotte est en gamma, qui est son troisième vœu. Okay, donc la procédure marche bien du point de vue des écoles, mais du point de vue d'Alice, BA et Charlotte, c'est pas terrible. Okay, alors, vous ne m'avez pas fait la remarque, mais c'est quand même assez sexiste comme algorithme, puisque c'est les hommes qui proposent et ensuite les femmes qui décident. Donc clairement, il y a une asymétrie homme-femme. Hegel et Shapley proposent tout simplement d'échanger les rôles et de regarder ce qui se passe si c'est plutôt les femmes qui proposent et les hommes qui choisissent. Alors je ne sais pas si c'est pour ça comme Hegel et Shapley sont américains, je ne sais pas si c'est pour ça qu'on parle du quart d'heure américain. Mais donc si on reprend le... Ah, fallait la faire. Alors j'ai lu que c'était après Woodstock, le quart d'heure américain, donc eux étaient plutôt en avance sur Woodstock, puisque c'était 8 ans avant, quelque chose comme ça. Donc ici, si on regarde Alice, Béa et Charlotte, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est Alice qui choisit, elle va appeler son premier vœu. Son premier vœu, c'est bêta. Béa, de la même façon, va appeler son premier vœu qui est gamma. Et enfin, Charlotte va appeler son premier vœu, qui est alpha. Il n'y a aucun désistement de la part de alpha, bêta, gamma, puisqu'ils n'ont chacun qu'une seule proposition. Donc l'algorithme est terminé. Alice, Béa et Charlotte ont tous eu leur premier vœu. Alors en revanche, alpha, bêta et gamma ont tous eu leur troisième vœu. Okay. Donc en fait, donc on peut montrer en fait que si on regarde tous les mariages stables, si on restreint juste au cadre des mariages stables, pour chaque homme peut essayer de regarder quel est le mariage, enfin quelle est la femme qu'il peut espérer, la femme qu'il préfère parmi toutes les femmes qu'il pourrait avoir. Eh bien, Hegel et Shapley montrent que chaque homme, avec l'algorithme où c'est les hommes qui proposent, chaque homme va obtenir la femme qu'il préférait. Donc il peut pas, si on prend un autre mariage stable, il ne peut pas espérer mieux. D'accord ? Et à l'inverse, toujours si c'est les hommes qui proposent, les femmes vont obtenir l'homme le pire parmi ceux qu'on pouvait leur affecter pour avoir des mariages stables. Okay ? Évidemment, c'est l'inverse si on fait l'algorithme femme propose ou les femmes proposent. Donc on peut aussi montrer que dans l'algorithme homme proposant, aucun homme n'a intérêt à mentir sur ses préférences. Donc pour répondre à la question d'Emeric tout à l'heure, qui demandait est-ce que les écoles peuvent avoir intérêt à tricher sur leurs préférences, dans cet algorithme-là, non. En revanche, les femmes peuvent avoir intérêt à tricher, donc les étudiants qui postulent peuvent avoir intérêt à tricher, dans l'algorithme classique. Oui ? Si les femmes trichent, les hommes ne peuvent pas du coup avoir intérêt à tricher. Parce que là, c'est au cas. Alors c'est une bonne question, je sais plus ce qu'il en est. En général, on considère que les écoles vont pas tellement, enfin en France en tout cas dans le cadre qui va nous intéresser. Donc la question c'est de savoir si dans le cas où les femmes trichent, est-ce que les hommes peuvent avoir intérêt à tricher aussi pour contrebalancer ça. Donc je suis pas certain de la réponse. De manière générale, on va dire que ça va pas être le problème principal des écoles. On peut penser que les écoles vont classer sincèrement les candidats, a priori. Voilà. Évidemment, le problème est inverse pour l'algorithme où c'est les femmes qui proposent.
Donc, si on résume en fait ce que donne le Gaillet-Shapley, l'article de 62 de Gaillet-Shapley, il y a deux procédures. Il y a une procédure classique, qui est celle que je vous ai montrée, qu'on appelle, alors on l'appelle parfois COSM pour College Optimal Stable Matching, et puis une nouvelle procédure qui sera la procédure Student Optimal Stable Matching. Okay. Donc, dans tous les cas, ça veut dire optimal, c'est au sens optimal parmi toutes les affectations dans lesquelles il n'y a pas de jalousie légitime, dans lesquelles les mariages sont stables. Et puis, en bonus, si on prend SOSM, donc la nouvelle procédure, elle incite les étudiants à donner leurs vraies préférences, puisque là, tricher sur ses préférences ne peut que donner un résultat qui est moins bon. Alors, je vais m'intéresser à ces procédures et je vais essayer de les présenter avec un autre, sous une autre forme qui s'appelle les seuils d'admission. Alors, pourquoi cette présentation? Parce que la présentation classique, elle est axée sur la notion de stabilité. On voit comment l'algorithme se déroule, s'exécute, mais on n'a pas tellement d'intuition sur le résultat à la fin. Donc, il y a une autre présentation qui donne la même chose, mais qui est basée plutôt sur la notion de seuil d'admission, ce qui, je trouve, donne un résultat plus intuitif. Alors l'idée est toute simple. Enfin, l'idée, d'abord, c'est comme précédemment, on va supposer que les écoles classent leurs candidats, que les étudiants classent les écoles qui les intéressent, et on demande un certain nombre de propriétés. Alors les propriétés qu'on va demander, c'est pas de jalousie, comme précédemment. Donc si Alice est affectée dans alpha, que bêta est mieux classé pour alpha et affecté dans bêta, c'est que BA préfère bêta à alpha. C'est bon? Ok. On demande que les affectations soient réalistes, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir dans une école plus d'étudiants que la capacité de l'école. C'est tout bête, mais il faut quand même faire attention à ce point. On demande qu'il n'y ait pas de gabegie, c'est-à-dire que si une école a une place vacante, elle va être prise, ou alors c'est que les étudiants ont déjà trouvé une école qu'ils préfèrent, d'accord, à cette place. On aimerait bien qu'elle soit optimale, au sens où parmi toutes les affectations réalistes, sans jalousie et sans gabegie, on respecte au mieux les préférences des étudiants. Et enfin, on aimerait qu'il n'y ait pas de stratégie possible, c'est-à-dire que les étudiants ne gagnent pas à mentir sur leurs préférences. Okay. Donc ça fait beaucoup de points. Comment on va réaliser ça? Alors l'idée pour réaliser ça, c'est de dire la chose suivante. On va définir ce qu'on va appeler un seuil d'admission. Un seuil d'admission, c'est quoi? C'est tout bête, c'est que chaque école définit un rang d'admission, c'est-à-dire un rang en dessous duquel elle accepte les étudiants dans le classement qu'elle a fait. Okay. Donc une école va dire, moi j'accepte tous les étudiants qui sont arrivés dans les 100 premiers dans le classement que j'ai fait. L'idée c'est que les étudiants qui sont intéressés vont venir. L'idée évidemment c'est que l'étudiant il va être affecté sur l'école qu'il préfère parmi toutes celles où son rang sur l'école est inférieur au rang d'admission. Okay. Donc autrement dit, chaque seuil d'admission induit une certaine affectation des étudiants. Alors cette affectation, ça peut être catastrophique. Enfin, si vous prenez un seuil d'admission qui n'est pas bon, qui est trop laxiste, vous allez avoir tous les étudiants qui vont être affectés sur le vœu qu'ils préféraient et vous risquez d'avoir une surcapacité dans certaines formations qui sont très demandées. Si à l'inverse, vous êtes beaucoup trop strict, dites moi je prends que le premier, alors que vous avez 50 places, c'est clair qu'il va y avoir gabegie. Il y a des formations qui ne vont pas être remplies alors qu'il y avait des gens qui avaient envie d'y venir. D'accord ? Donc le but, c'est de trouver un seuil d'admission qui soit réaliste, sans jalousie, sans gabegie et sans stratégie. Alors, exemple tout bête, si on prend des seuils trop laxistes ici, on a Alice, alors qu'est-ce que j'ai dit ici? Donc on a Alice, Béa et Charlotte qui postulent sur les trois écoles alpha, bêta, gamma. Alpha a mis un seuil d'admission de 3, donc elle accepte toutes les personnes qui sont classées sur les rangs 1, 2, 3. Alors les personnes qui sont classées sur les rangs 1, 2, 3, c'est Alice, Béa et Charlotte. Bêta a mis un rang d'admission de 2, donc elle va accepter toutes les personnes qui sont classées première et deuxième, c'est-à-dire Alice et... Béa et Charlotte. Béa et Charlotte. Et puis enfin gamma va accepter Charlotte, puisqu'elle accepte une seule personne, la personne qui est classée en premier, et c'est Charlotte. Okay. Il se trouve que Alice, parmi toutes les propositions, elle n'a eu qu'une seule proposition qui est alpha, elle va y aller. Béa a eu 2 propositions qui étaient alpha et bêta,
et elle avait mis alpha comme deuxième choix, bêta comme troisième choix, donc elle va aller sur son deuxième choix qui est alpha. Et puis Charlotte avait mis mis en premier alpha, elle est acceptée en alpha, elle va en alpha. Donc toutes les trois se retrouvent en alpha. Évidemment, il y a surcapacité en alpha. S'il n'y avait qu'une seule place en alpha, il y a un problème. D'accord ? Alors à l'inverse, si vous mettez un rang d'admission de 0 pour chaque école, il y a GAPJ, personne n'est affecté. Okay ? Alors, est-ce qu'on peut trouver des seuils réalistes et sans GAPJ ? Oui. Et il y a même parfois plusieurs possibilités. Par exemple ici, j'ai défini deux seuils différents. Un seuil que j'ai appelé C, où je mets un seuil de 1 sur les deux écoles ici, alpha et bêta. Donc on suppose toujours que alpha et bêta ont une seule place. Avec un seuil de 1, alpha recrute la première personne sur sa liste qui est Alice, bêta recrute la première aussi avec un rang d'admission de 1 qui est BA. Et c'est à la fois réaliste puisque on n'a pas dépassé les capacités, et sans GAPJ puisque tous les étudiants il n'y a pas de place libre. Ouais, c'est bon ? Il y a un problème ? Non, c'est bon ? D'accord. Si en revanche on met un seuil de 2, ça marche très bien aussi. Étonnamment, ça marche. C'est-à-dire qu'avec un seuil de 2, Alice et Béa vont être acceptés sur l'école alpha, et Béa et Alice vont être acceptés sur l'école bêta. Alice va aller naturellement en bêta, qui est son premier vœu, Béa va aller naturellement en alpha, qui est son premier vœu, et il n'y aura ni GAPJ, ni irréalisme, ce sera réaliste. Okay. En fait, ce qui se passe ici avec ces deux seuils, c'est que dans le premier cas, on a les mêmes affectations que dans le cas où, dans l'algorithme de Gale-Shapley, avec la version école proposant, et dans le deuxième, on a la même affectation que pour l'algorithme de Gale-Shapley avec la version élève proposant. Okay. Alors, ce n'est pas un hasard. En fait, de manière générale, on peut montrer que... alors, d'abord, les affectations qui sont induites par un seuil sont sans jalousie. Parce que si vous avez quelqu'un qui est mieux classé que vous, si vous êtes mieux classé que quelqu'un sur une école, et que la personne en question est admise sur l'école, ça veut dire que vous étiez admis sur l'école, ou alors qu'on ne vous l'a pas proposé parce que vous aviez été accepté sur une école que vous préfériez. Okay. Ensuite, on peut montrer qu'il y a toujours au moins un seuil qui est réaliste et sans GAPJ, et il y en a parfois plusieurs, et parmi eux, il y a un maximum, au sens où tous les rangs d'admission sont plus grands que tous les rangs, terme à terme, que les rangs d'admission de tout autre seuil acceptable. Et il y a un minimum. Et ils correspondent aux algorithmes, à ce qu'on obtiendrait avec l'algorithme de Gale-Shapley version école proposante ou étudiant proposant. C'est bon ? Et pour la version étudiant proposant, il n'y a pas de stratégie pour essayer d'améliorer les choses. On ne peut pas tricher, n'améliorer rien. Voilà. Alors comment on calcule, comment en fait on montre qu'il existe un seuil maximum et comment on le calcule? L'idée est toute bête. On prend un seuil le plus laxiste possible. Donc on fixe un rang d'admission égal au nombre de candidats dans chaque formation. Alors on pourrait dire au candidat, bon pour l'instant vous êtes provisoirement accepté. On parle d'acceptation différée. On calcule l'affectation associée, et là on s'aperçoit évidemment, sans doute, qu'elle n'est pas réaliste. Donc si elle n'est pas réaliste, c'est le point 4, on réduit le rang d'admission des formations qui sont en surcapacité. Clairement, vous voyez de combien ça déborde, vous réduisez le rang d'admission suffisamment pour que ça ne déborde pas, comme si cette formation était là toute seule. Vous faites ça sur toutes les formations à la fois, et vous recommencez, vous repartez au point 2, c'est-à-dire que vous recalculez l'affectation associée, et puis si cette fois-ci ça rentre, vous avez terminé, et sinon vous recommencez. D'accord ? Et on peut montrer que c'est un algorithme correct. Pourquoi il est correct ? Parce que le seuil est sans GAPJ au départ, et on peut montrer en fait que c'est un invariant de boucle, et non seulement il est sans GAPJ, mais en plus il majore tous les seuils réalistes, puisqu'au départ, on a mis tous les rangs au maximum. Un variant de cet algorithme, donc ça montre, ça c'est un invariant de la boucle. Un variant de la boucle, c'est la somme des rangs d'admission. Les rangs d'admission décroissent à chaque tour. À la somme des rangs, il y a au moins un rang d'admission qui va décroître à chaque tour, et donc la somme des rangs décroît. Comme cette somme est positive,
il y a un moment où l'algorithme doit s'arrêter. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'on obtient? On a un seuil qui est réaliste, c'est pour ça qu'on s'est arrêté. Le seuil est sans gabegie, parce que c'est un invariant de boucle, et il majore tous les seuils réalistes, puisque c'était aussi un invariant de boucle. Donc comme le seuil est réaliste et majore tous les seuils réalistes, c'est un maximum parmi tous les seuils réalistes. D'accord? Voilà. Donc ça, voilà, c'est le principe de l'algorithme qu'on pourrait utiliser, qui à ma connaissance n'est pas utilisé en France aujourd'hui. Il est utilisé à d'autres endroits. En Espagne notamment, si je ne dis pas de bêtises. Alors, au-delà de ces questions très algorithmiques, il y a une vraie question qu'il faut se poser, qui est celle de la transparence et de la confiance qu'on peut avoir dans l'implantation de ce genre d'algorithme. Il me semble qu'il y a quelques conditions minimales. Alors, ça en fait déjà pas mal, il y en a 7 ici. D'abord, il faudrait qu'on sache clairement ce qu'on veut. Jusqu'ici, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu vraiment de choses qui aient été publiées sur quelles sont les spécifications qu'on attend, enfin qu'on impose sur cet algorithme. Qu'est-ce qu'on veut en sortie? Avant même de parler d'algorithme, il faudrait dire ce qu'on veut. Ensuite, l'algorithme, il faudrait qu'il soit rendu public et qu'il soit compréhensible. Il faudrait, quand un algorithme a des préconditions, c'est mieux de les respecter, parce que sinon on peut obtenir n'importe quoi. L'implantation elle-même devrait être publique, le code du programme devrait être publié. Il faut gérer rigoureusement le processus de fonctionnement, parce que même si vous avez un programme qui est excellent, vous le faites tourner sur une machine, vous avez installé n'importe quoi sur la machine, vous avez des trous de sécurité, vous risquez des problèmes. Et ce serait bien qu'on puisse vérifier indépendamment l'exécution du programme, et puis au passage aussi, ce serait bien qu'on puisse respecter la loi informatique et liberté. Donc je vais parler un tout petit peu de tout ça. L'heure avance. Donc la spécification, si on regarde ce qui existe en France, pour APB, j'ai l'impression que la spécification, c'est en gros, ça affecte au mieux les bacheliers. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose de plus précis sur la spécification. Sur Parcoursup, les informations qu'on a actuellement, on va dire qu'elles sont pour le moins très partielles, même si on peut espérer qu'il y a une certaine volonté de transparence. Pour l'instant, sur la spécification, en tout cas, moi, je n'ai pas vu grand-chose. Ce que j'aimerais un jour, c'est qu'on arrive à quelque chose du style on a une affectation qui est optimale pour les étudiants parmi toutes les affectations sans jalousie, par exemple. Ça, ce serait une spécification claire. Alors, ça ne règle pas le problème de comment on classe les étudiants, mais une fois qu'on a réglé cette question du classement, là, on sait au moins ce que doit donner cet algorithme. Okay. Sur ce qui est des algorithmes, pour APB, l'algorithme n'a jamais été publié. Enfin, le ministère a sorti une page à un moment en réponse à droit des lycéens qui lui demandait l'algorithme. La page a été, pour tous ceux qui l'ont vu, je pense que c'est clair que c'était vraiment se moquer du monde. C'est-à-dire qu'en une page, on vous faisait un joli dessin, une jolie infographie qui était censée vous expliquer l'algorithme. Mais essayer d'exécuter APB à partir de ce dessin, essayer de l'implanter, c'est pas possible. Donc c'est pas ce qu'on appelle un algorithme. Enfin, moi, c'est pas ce que j'appelle un algorithme. Alors, il est probable que c'était qu'on essayait de faire des mariages stables. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était les mariages stables version école proposant. Et j'ai lu donc il y a une personne sur le web qui parlait de ça et qui disait que c'était la version. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était élève proposant. Et j'ai lu un truc sur le web qui disait plutôt que c'était école proposante. Donc le truc qui n'est pas optimal. Okay. Et en plus, ça a été certainement modifié. Alors on peut discuter, savoir si ça a été modifié, bidouillé, dénaturé, parce qu'il y a des choses à gérer qui ne se gèrent pas si simplement que ça. Par exemple, les internats, quand vous avez des internats en prépa qui sont répartis sur plusieurs classes, comment on fait rentrer ça dans le cadre de l'algorithme de Gale-Shapley? Moi, j'en ai aucune idée. Et puis, ça a été dénaturé aussi pour d'autres raisons dont je parlerai après. Pour Parcoursup, l'algorithme devrait être publié, d'après les bruits que j'ai entendus. Et ce sera très probablement, là encore, de l'algorithme des mariages stables, mais toujours version école proposante, donc pas optimale pour les étudiants. Et là encore, ce sera modifié pour gérer la question des internats, ce qui risque de poser des problèmes aussi. Voilà. Ce qui est assez clair sur Parcoursup, c'est que ce serait très difficile en tout cas de faire quelque chose élève proposant, puisque pour faire quelque chose élève proposant, ce dont on a besoin,
c'est de savoir quel est le premier vœu des étudiants. Or, on ne demande pas aux étudiants quels sont leurs premiers vœux, on leur fait des propositions, et au fur et à mesure qu'on leur fait des propositions, ils doivent choisir entre 2 propositions. Et quand on leur fait une proposition, c'est une offre ferme. C'est pas « qu'est-ce que vous préféreriez entre ces écoles-là si vous aviez le choix ?» C'est « vous avez le choix entre ces 2 écoles-là », donc ça présuppose qu'on sait déjà qu'on peut l'offrir. Donc très probable, enfin c'est pour ça qu'on peut penser que c'est vraiment du Gal-Shapley version école proposant. Alors il y a des préconditions sur les algorithmes. Par exemple, dans tous les résultats sur les algorithmes de mariage stable, il y a une précondition qui n'est pas dite, mais qui est que les classements des candidats par les écoles ne dépendent pas des préférences des candidats. Or, ça a été complètement cette précondition implicite, elle a été violée dans le cas d'APB par les bonus premiers vœux. On a mis des bonus aux premiers vœux de certains étudiants, ce qui a incité très fortement les étudiants à mentir, c'est-à-dire à se censurer sur certains vœux où vous avez peu de chance, sachant qu'ils avaient très peu de chance sur leur premier ou deuxième vœu, donc ils vont prétendre que leur troisième vœu est leur premier vœu pour en plus bénéficier d'un bonus et augmenter leur chance d'avoir leur troisième vœu. Mais pour ça, ils sacrifient leur premier et deuxième vœu. Donc ça, on peut le voir de 2 façons, on peut le voir comme un vrai problème. Si on est cynique, on peut aussi dire mais c'est une vraie solution, parce que comme ça les étudiants se censurent, et comme ça il y a moins de demandes, et c'est plus simple à traiter. Ça ne me paraît pas satisfaisant. Alors en revanche, le tirage au sort, le fait de tirer les étudiants au sort, c'est quelque chose qui rentre tout à fait dans le cadre de Gal-Shapley. On peut discuter du fait que c'est une bonne idée ou pas, que c'est légal ou pas, mais ça rentre dans le cadre mathématique de Gal-Shapley, puisque c'est juste que l'école va donner une préférence sur les candidats qui postulent en les triant au hasard. Okay. Alors, dans le cas de Parcoursup, on ne sait pas trop comment ça marche, donc il y a assez peu d'infos. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une priorité qui est donnée aux boursiers, là encore, donc on peut discuter de l'intérêt ou pas de faire ça, mais a priori ça rentre dans le cadre de Gal-Shapley, parce que l'idée c'est simplement que les formations ont fait des classements, et les classements sont repris de façon à intercaler des boursiers à intervalles réguliers s'il n'y en avait pas assez. Et à partir de là, on a des préférences des formations, qui sont les préférences des formations après contrainte à respecter un certain nombre de boursiers. Alors, les implantations, pour APB, l'implantation n'a toujours pas été publiée à ma connaissance. Il y avait eu un truc qui était publié, qui était sur le tirage au sort. Alors, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, ça fait 20 pages de SQL. Donc voilà, c'était la réponse du ministère de l'Éducation nationale. En complément des éléments que je vous ai transmis par courrier, vous trouverez en pièce jointe le code source de l'algorithme. Et suivait un beau listing d'une 20aine de pages, mal formaté, avec assez peu de lignes par page. Globalement, on aurait pu serrer un petit peu plus. Non, c'était imprimé, c'était en papier. C'était en papier. Et donc après, il y a des étudiants qui ont scanné, qui ont mis ça sur le web, et puis il y en a d'autres qui après ont fait de la reconnaissance de caractère pour essayer de récupérer le code, et puis après qui ont essayé de comprendre ce qui se faisait. Ce qui est assez méritoire, parce que c'est juste pour le tirage au sort, donc 20 pages juste pour faire un tirage au sort, ça fait beaucoup. Et puis avec des codes, voilà, si vous savez tout de suite ce que c'est que le champ GTI code de votre table, de la table I, je ne sais pas ce que c'est la table I, bravo, mais voilà, vous avez à vous taper tout ça et aucune explication. Donc on ne sentait pas le ministère spécialement coopératif sur cette histoire en fait. On peut douter de la bonne foi. Le ministère a répondu formellement à l'obligation de donner le code. Voilà. Par ailleurs, le code, c'est du SQL qui est fait pour tourner sur Oracle, qui est un logiciel privateur, donc une grosse boîte noire, et que vous ne pouvez pas installer comme ça sans payer une licence, normalement. Alors pour Parcoursup, c'est pas publié pour l'instant, l'implantation n'est pas publiée, on peut espérer qu'elle le sera un jour, j'espère. Bon, moi ce que j'espère un jour, c'est qu'on aura une implantation qui sera publiée avant d'être utilisée, ce sera encore mieux, et qui ne dépendra que de logiciels libres pour que chacun puisse essayer de voir ce que ça donne. Alors après, donc je disais, il y a la question donc il y a ces questions d'implantation, du fait d'avoir un code source public, mais il n'y a pas que ça derrière. Il faut que le processus d'ingénierie logicielle il soit un petit peu rigoureux. Alors je vais donner quelques exemples moi, de ce que j'ai pu voir sur APB. En 2003, j'ai téléchargé un fichier, donc en tant qu'enseignant, j'ai téléchargé un fichier avec des candidats le 27 avril. On les a triés, ça a pris un certain temps. Le 24 mai, j'ai fait remonter le fichier à APB. Et là, on m'a dit,
votre fichier n'est pas correct, il y a des codes, là, pour certains étudiants, dans telle colonne, il y a des codes qui sont faux. Et j'avais pas touché à ces... Donc j'ai vérifié 3 fois, 10 fois que j'avais pas touché à ces codes-là. Non, j'y avais pas touché. Mais en revanche, APB avait décidé, entre les deux, que le code avait disparu. C'était un code pour dire tel élève demande l'internat ou il ne demande pas l'internat, ou quelque chose comme ça. Ils avaient décidé d'appeler leur code autrement et de refuser les anciens codes, sans prévenir personne. C'est pas très sérieux. Quand on fait un truc qui touche quand même de l'ordre du million d'étudiants, c'est l'ordre de grandeur, on est un petit peu en dessous, on fait en sorte, quand on reçoit un fichier, d'accepter, enfin, ce qui se fait dans à peu près tous les développements logiciels, c'est que quand on reçoit quelque chose qui est dans un ancien format, certes, on essaie de le convertir vers le nouveau format, mais on l'accepte quand même. Éventuellement, on met un avertissement en disant « Attention, vous avez utilisé le champ machin, mais depuis telle date, on ne l'utilise plus. » Alors en plus, je n'ai pas compris tout à fait l'intérêt de faire ce changement juste au moment de la période où on faisait les classements, alors que ça aurait été fait 2 mois avant ou 2 mois après, ça ne posait pas de problème. En 2014, on a reçu un gentil mail le 12 juin, alors qu'on avait renvoyé tous nos classements, qui nous disait « Ah, attention, on a fait des erreurs sur les échelons de bourse. Donc la colonne échelon de bourse, là, les données qui sont dedans, c'est tout faux. Donc est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, reprendre tous vos étudiants et les reclasser ?» Pour nos 90 MPSI, on a de l'ordre du... cette année, je crois qu'on a de l'ordre de 3000 candidatures. On n'était pas spécialement joyeux. Alors il se trouvait qu'il y avait un autre champ qui parlait de bourse et que c'était l'autre qu'on avait utilisé. Ouf. Et on avait 5 jours pour refaire le truc. Voilà, parce que on n'a rien à faire. Donc, voilà. En 2015, alors il y avait un brave champ qui existait depuis au moins 2 sessions, je l'avais déjà utilisé, qui donnait la distance d'un candidat à son domicile. Enfin, pardon, la distance du domicile d'un candidat à la formation où il postulait. Ça permet de dire, pour l'internat, on va favoriser les gens qui sont plutôt loin. Okay, on va éviter de donner l'internat à des gens qui habitent à 2 km. Alors le champ, il s'appelait kilomère. Il s'est appelé kilomère pendant 2 ans, on s'est adapté. Quand on récupérait les données, nous on avait un petit programme pour essayer de faire un premier tri des étudiants, ça marchait très bien. Et puis en 2015, en cours de session, ils se sont aperçus que, ah non, il y avait une faute d'orthographe là, ils ont décidé de le corriger immédiatement. Là encore, c'est pas très professionnel. Quand on a un bug, il y a des bugs qui sont des bugs majeurs qu'il faut absolument corriger tout de suite, il y a des bugs qui sont des bugs mineurs, et on essaie de les corriger au moment où ça va faire le moins de dégâts possible, où ça va faire le moins de modifications possible. À mon sens, c'est une erreur de corriger ce genre de bug qui était là en plus depuis 2 ans. Donc on peut penser que les gens avaient réussi à survivre à ce bug sur les 2 années précédentes. Alors le dernier cas, c'est pas moi qui l'ai expérimenté, c'est un collègue qui racontait ça, c'est qu'il disait que donc, on peut télécharger 2 fichiers sur APB, le fichier standard et puis le fichier paramétrable ou paramétré, sur lequel on peut choisir quel champ on veut et sur lequel il y a on peut avoir beaucoup plus d'informations que sur le fichier standard. Et il avait fait remarquer que dans les 2 fichiers, il y avait 2 colonnes qui étaient absolument identiques, mais elles n'avaient pas le même nom. Donc c'est là encore assez étonnant en termes de processus. Je n'ai pas précisé que l'erreur sur les échelons de bourse, d'ailleurs, elle concernait qu'un des 2 fichiers. Donc ceux qui avaient utilisé la colonne en question, ils avaient une chance sur 2 de l'avoir utilisé dans le bon fichier, une chance sur 2 de l'avoir utilisé dans le mauvais fichier. Voilà, donc ça laisse penser que le processus n'est pas assez rigoureux. En tout cas, il est défaillant au sens où il y a un certain nombre de problèmes qui se posent à l'issue du processus. Autre problème qu'on peut poser, c'est même si on a un processus tout à fait rigoureux, comment on fait pour vérifier qu'il n'y a pas eu de problème? Comment vous vérifiez que le serveur qui exécute le programme APB ou Parcoursup n'est pas défectueux? Ou que son système d'exploitation n'a pas un bug à un endroit? Ou qu'il n'est pas vérolé? Comment on vérifie que le code qui tourne est le bon? Est-ce que le programmeur, au dernier moment, n'a pas décidé de modifier une ligne ou 2 parce que ça marcherait mieux? Mais du coup, ce n'est pas le même programme qu'avant qui tourne. Et peut-être que finalement, en faisant ça, il a certes amélioré les performances de son programme, mais il a introduit un bug. Donc, savoir quel est le programme qui tourne vraiment, le programmeur peut avoir changé le programme, ou vous pouvez avoir aussi quelqu'un qui vous a piraté votre machine, votre serveur, et qui gentiment est venu remplacer le programme par un autre programme qui fait presque la même chose, sauf qu'il va nettement mieux classer ses amis. Ça va être difficile à détecter. Comment on fait pour vérifier que les résultats publiés sont bien ceux qui ont été calculés? Est-ce que la personne qui fait tourner le truc et qui récupère le fichier avec tous les résultats à la fin pour les remettre sur le site web, alors je ne sais pas si c'est fait manuellement ou automatiquement, mais est-ce que la personne-là ne pourrait pas décider d'inverser certains classements, par exemple? Moi, je ne sais pas faire.
Donc si vous avez des suggestions, ça m'intéresse. Oui. Non. Alors, oui, ça c'est effectivement une possibilité, oui. Donc effectivement, donc, comme le suggère François, c'est de faire 2 fois en 2 langages différents. C'est-à-dire que c'est de passer de l'idée qu'on va vérifier l'exécution à l'idée qu'on peut reproduire l'exécution. Donc c'est un critère pour toutes les expériences scientifiques, c'est qu'elles doivent être reproductibles. Si vous avez quelque chose qui n'est pas reproductible, vous n'êtes pas dans une expérience scientifique. Donc par exemple, on peut imaginer que les résultats soient reproduits par une commission de contrôle qui serait indépendante, avec un matériel qui est différent, avec un système d'exploitation qui est différent, avec un logiciel, une implantation qui est différente, et que la commission de contrôle dise effectivement, nous on obtient bien les mêmes résultats. Donc ça, c'est une première assurance. Oui. On va avoir un problème dans ce cas-là si on utilise le hasard pour laisser les candidats. Évidemment. Il va générer d'une manière. Tout à fait. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles le hasard peut poser problème. Et Le problème du hasard, en fait, il se lève facilement parce qu'il suffit qu'il y ait une clé qui soit publiée après Alors, un moment avec un secret qui soit généré, par exemple, par le niveau de cours de la course le jour de machin. On l'utilise comme clé, on peut l'utiliser dans plusieurs algorithmes, il faut que ce soit du pseudo aléatoire. Oui. Donc c'est le problème du non-déterminisme de l'algorithme. Effectivement, si on a un algorithme qui est déterministe, on peut essayer de simuler quelque chose qui ressemble à du hasard, et on sera dans un cadre déterministe. Luc. Oui, enfin, je réagis là. Je pense en fait aux systèmes de vote électronique qui ont été mis au point. Il y a un point quand même très important qui est que chaque citoyen puisse vérifier que les données qu'il a fournies en entrée sont bien celles qui ont été utilisées par l'algorithme. Je pense que c'est sous-jacent. Je ne l'ai pas explicité ici, je l'ai explicité un petit peu plus après. Effectivement, il y a des vraies questions sur est-ce que les données que j'ai fournies à l'algorithme sont bien celles qui ont été prises en compte. Sont bien celles qui ont été prises en compte. Voilà, alors on peut espérer, moi ce que j'espérais, c'est que ce soit plus large que juste une commission de contrôle. Ce que j'espérerais, c'est qu'on ouvre les données pour que tous les citoyens puissent recalculer les résultats. Et en particulier les citoyens bacheliers qui seront particulièrement intéressés. Et si possible, peut-être, alors ça c'est à discuter, est-ce qu'il faut garder l'anonymat des candidats et de l'expression de leurs préférences? Donc si on publie les expressions des préférences et qu'on publie les noms, chacun peut vérifier ce qui a été pris en compte et peut vérifier que ce qu'il a exprimé a été pris en compte ou pas. Il peut vérifier que le classement lui semble raisonnable ou pas. Alors, à ce jour, pour les publications des données pour APB, il n'y en a jamais eu. Pour Parcoursup, ça ne semble pas prévu. Je n'ai pas d'informations là-dessus, mais ça ne semble pas prévu. Oui. Mais de toute façon, si tu publies les données de manière anonyme, en fait, on peut retrouver facilement qui est qui dès qu'on a un peu d'informations personnelles. Il y a énormément d'informations personnelles qui permettent l'identification unique des étudiants et étudiantes. On pourrait retrouver bien sûr, hein, l'anonymat ne serait pas un anonymat parfait. Je prétends pas qu'on puisse avoir un anonymat parfait. Après, on peut faire en sorte de ne pas forcément faire de publicité sur qui a choisi quoi comme école, mais simplement que chacun puisse vérifier pour lui et éventuellement pour les 3 copains qu'il a. C'est pas la même chose que le fait d'avoir toutes les données publiées. Il y a une différence d'échelle. On ne publie pas le même niveau d'information personnelle. Mais, oui. Je me permets de conclure sur ce point. Il y a eu plein d'études qui ont montré que tu peux retrouver les personnes uniquement à partir des données. Alors bien sûr, il y a plein de choses sur lesquelles tu peux... Mais alors là, ça dépend ce qu'on donne comme données. Mais on peut imaginer que les données qui sont fournies, ce sont juste... On a des candidats avec un numéro d'anonymat, des préférences sur les écoles, et à partir de ça, et puis les résultats à la sortie, si un candidat ne donne ses préférences que à Parcoursup ou à APB, personne d'autre que lui ne les sait. Ça ne l'empêche pas qu'évidemment, il peut dire à quelqu'un « moi j'ai choisi telle et telle préférence », et que la personne en question pourra dire « ah, mais il n'y a qu'une seule personne qui a choisi ces écoles dans ce sens-là, et donc le candidat numéro tant, c'est lui ». Donc on ne peut pas avoir un anonymat où dans les systèmes de vote, on veut un anonymat où celui qui a voté ne peut pas dire pour qui il a voté, parce que sinon ça lui permettrait de vendre son vote. On ne veut peut-être pas un anonymat aussi fort ici. On pourra discuter après. Voilà. Alors, voilà. Bon, en tout cas, il y a des questions qui se posent ici sur est-ce qu'on peut reproduire ou pas l'exécution. Si on passe sur les questions de loi dite informatique et liberté, d'accord, il me reste 10 minutes.
Okay. Alors, sur APB, eh ben, c'est simple. Donc, dans la loi, donc c'est la loi 78-17 du 6 janvier 78, il y a un droit qui s'appelle le droit d'accès de rectification. Alors, théoriquement, vous avez ce droit sur APB, sauf qu'en pratique, c'était à peu près inexistant, parce que, je vais vous donner 2 exemples. Premier exemple, c'est que certains lycées remontent de façon incorrecte les notes de leurs candidats, enfin de leurs élèves dans APB, ou le rang dans la classe de l'élève. Donc si vous voulez utiliser cette information derrière pour classer les élèves, vous ne l'avez pas. Vous êtes obligé d'inventer. Et ça peut léser, ça lèse un bon élève. D'accord ? Et les candidats lésés n'en sauront jamais rien. Ils sauront juste qu'ils n'ont pas été pris sur telle formation. Mais ils ne sauront pas pourquoi. Un autre exemple qui m'a été rapporté par des collègues, je ne dirai pas où ils sont, c'est des collègues qui, à une rentrée, trouvent que leur classe est assez hétérogène. Vraiment très hétérogène, c'est assez surprenant par rapport aux années précédentes, en prépa. Et ils finissent par comprendre que ce qui s'est passé, c'est que eux, ils ont bien fait le tri de tous les dossiers, le classement de tous les dossiers. Ils ont donné un fichier tableur au proviseur adjoint. Le proviseur adjoint a recopié la colonne nom de l'élève dans APB, il a recopié la colonne rang de l'élève, et il a fait un décalage d'un cran. Résultat, chaque élève a été classé avec le rang de son successeur ou son prédécesseur dans l'ordre alphabétique. Les élèves n'avaient aucune information là-dessus, puisque quand on est dans APB, on ne sait pas quel est son rang sur une formation. On sait juste qu'on est pris ou pas pris. D'accord ? On n'a pas plus d'informations. Le proviseur adjoint s'est rendu compte de rien. Les profs ont eu aucun retour. Et c'est juste à la rentrée qu'ils se sont aperçus qu'il y avait un problème. C'était évidemment un peu tard pour corriger le problème. Voilà, donc là, il y a eu probablement plusieurs dizaines de candidats qui ont été lésés, d'autres qui ont sans doute été très contents. Là, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Bon. Se dit que dans certains lycées, pour éviter ce problème, ce ne sont pas les proviseurs adjoints qui remontent les classements. Mais il se trouve que... Voilà, il se trouve que cette année-là, ça avait été fait comme ça. Dans Parcoursup, alors il y a un progrès dans Parcoursup, c'est que les rangs seront très probablement publiés. Donc si les rangs sont publiés, ça veut dire qu'un élève qui est très très mal classé sur une formation alors qu'il a un très bon dossier a une petite probabilité de poser la question est-ce qu'il n'y aurait pas eu un problème ? Si on a un problème massif comme ça, on peut espérer qu'il y a au moins 2-3 candidats qui poseront la question et qu'on va aller regarder et qu'on arrivera à rectifier les choses à temps. D'accord ? Donc c'est un progrès, c'est pas encore énorme comme possibilité de corriger des erreurs. Alors l'autre article qui est très intéressant dans la loi informatique et liberté, c'est l'article 10, qui est celui qui a conduit à retoquer le tirage au sort. C'est cet article qui a conduit la CNIL à dire vous ne pouvez pas faire un tirage au sort dans APB. Que dit cet article ? Il dit qu'aucune, alors autre décision, je ne sais plus à quoi ça se rapporte, mais produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est dans les détails ici, c'est-à-dire que si vous allez voir votre centre des impôts en disant « Ah, mais le montant de mon impôt, vous l'avez calculé par ordinateur, c'est un traitement automatisé de données, donc je refuse de payer parce que vous n'avez pas le droit », on va vous dire « Non, non, attendez, évidemment, on a calculé le montant de votre impôt par ordinateur, mais le montant de votre impôt n'est pas déterminé par l'ordinateur, il est déterminé par la loi. Il y a une spécification qu'on peut considérer plus ou moins claire dans la loi, dans le code des impôts, mais il est spécifié. Si vous allez voir un juriste, il vous dira « Oui, effectivement, c'est spécifié par la loi ». Okay, oui. Enfin, j'ai l'impression que c'est un argument extrêmement décevant, puisqu'il y a toujours quelqu'un qui va spécifier l'algorithme. Alors, donc toute la question est de savoir ce que... Donc je répète peut-être la question. Donc, est-ce que l'argument n'est pas de mauvaise foi, dans la mesure où il y aura toujours quelqu'un qui aura spécifié l'algorithme. La différence avec les impôts, c'est que la spécification, elle est publique, et c'est que elle a été décidée normalement en suivant un processus démocratique, et puis les juristes considèrent que c'est à peu près clair. Il y a quelques points qui sont parfois litigieux, mais, et c'est un autre intérêt de cet article, c'est que l'idée, c'est que si on vous dit ça c'est la spécification, elle a été publiée là, vous pouvez aller regarder la spécification et dire non, non, vous n'avez pas respecté la spécification parce que la spécification dit ça alors que votre programme a fait ça. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec APB puisque vous n'avez pas la spécification. Oui, mais le cas des impôts est beaucoup plus clair parce que ton impôt, il ne dépend que de tes revenus. Alors évidemment, le cas des impôts est en partie plus simple parce que ça ne dépend pas de... Le calcul est peut-être un peu plus simple, mais enfin bon. On va... Juste une remarque pour les impôts, en fait, la spécification n'est pas complètement écrite dans la loi et elle n'est pas connue avant que quelqu'un demande la publication de l'algorithme des impôts.
Et il y en a qui ont du coup découvert que oui, mais... ces informations n'étaient pas publiques. Oui, mais j'ai pas dit que... Donc il y a une différence entre publier l'algorithme et publier la spécification. Oui, mais une partie de la spécification n'était pas publique. Parce qu'il était rendu dans la partie publique. Ah, donc ça c'est un problème. Ça c'est un problème de la loi, et dans ce cas-là, ça se traite par la jurisprudence, etc. Donc évidemment, la loi est jamais parfaite. Les spécifications publiées sont rarement parfaites aussi, et complètement non ambiguës. Mais même s'il y a des parties qui ne sont pas précisées, l'essentiel, on peut l'espérer, au moins est précisé. Pour APB, c'est pas le cas. Voilà. Donc l'idée, c'est que voilà, on est normalement pas soumis à l'arbitraire d'un programmeur ou à ses erreurs. Alors quelques propositions. Donc je vais faire 2 propositions d'algorithme. Il me reste encore quoi 1 minute. 2 propositions d'algorithme. Un premier qui est plutôt opaque, qui est le suivant, qui est de dire si on veut que les gens aient confiance, ok, si on veut que les bacheliers aient confiance dans le fait qu'on ne va pas utiliser leur classement des vœux pour les classer dans les formations, qu'on ne va pas utiliser leurs préférences, on leur propose d'abord d'exprimer leurs vœux sans les ordonner. À ce moment-là, les formations classent les candidats, transmettent à chaque candidat son rang et traitent les éventuelles réclamations. Comme ça, on peut, avant de commencer à faire la suite, on peut déjà vérifier qu'il n'y a pas eu trop d'erreurs. Une fois que ça s'est fait, les candidats expriment leurs préférences. Et puis, ensuite, le ministère fait le calcul et publie les rangs d'admission avec l'algorithme SOSM et transmet à chaque candidat le vœu qu'il a obtenu. Et aux formations, évidemment, les candidats qu'elle doit accepter. Donc, propriété intéressante de l'algorithme, c'est que l'ordre des vœux ne peut pas être pris en compte pour les classements des candidats par les formations, que l'algorithme ne provoquera aucune jalousie légitime, puisque ça fonctionne avec des rangs d'admission, et que c'est quelque chose qui est assez évident pour tous les candidats. Il suffit de regarder comment ça marche pour se convaincre qu'il ne peut pas y avoir de jalousie légitime et que l'ordre des vœux ne peut pas être pris en compte. Okay. Alors après, il reste des choses qui sont opaques, bien sûr. Par exemple, est-ce qu'on a donné les seuils d'admission? Est-ce qu'on a pris un seuil d'admission qui était maximum? Est-ce que l'affectation est sans gabegie? Est-ce qu'elle est réaliste? Et est-ce que l'affectation qu'on donne à la fin est bien celle qui correspond au rang? D'accord. Évidemment, il ne sait pas non plus si son classement a été fait correctement. Alors si on veut améliorer un peu les choses, on peut rajouter 2 choses essentiellement. Enfin, on peut rajouter essentiellement le fait que le ministère pourrait attribuer à chaque candidat un numéro d'anonymat, publier tous les vœux, tous les classements anonymisés, traiter les réclamations, calculer et publier les rangs d'admission, et puis après transmettre à chaque candidat le vœu qu'il a obtenu. Et là, n'importe qui peut recalculer les rangs d'admission et vérifier qu'ils sont corrects. Et n'importe quel candidat peut vérifier que son affectation a bien été faite correctement. Voilà. Donc je vais passer là-dessus. Alors, c'était la conclusion, mais la conclusion en forme de point d'interrogation, c'est qu'il y a un certain nombre d'autres difficultés. Par exemple, comment vous gérez des quotas, comment vous gérez les vœux avec, sans internat. Autre question, au niveau de l'optimalité, je vous ai dit que SOSM c'était optimal, mais c'est optimal parmi tous les mariages stables. Il y a des situations, comme celle-ci, que je vous laisserai regarder, les transparents seront disponibles, où on se retrouve avec une situation où il y a deux candidats qui ont été acceptés sur des formations qui n'étaient pas leurs préférées, mais qui échangeraient bien. Et s'ils échangent, ça va provoquer de la jalousie de la part d'un troisième. Donc c'est un vrai problème. Alors, il y a un algorithme qui s'appelle les Top Trading Cycles, qui est aussi dû à Gale et Shapley et Scarf, qui garantit l'optimalité, qui garantit l'absence de stratégie, mais qui est plus compliqué à comprendre que SOSM et qui donne des solutions pas stables. Et donc il y a une question derrière, en fait, qui est comment vous concevez l'équité ou l'égalité entre les étudiants. Qu'est-ce qui est le plus juste? C'est de proposer une solution qui soit optimale ou c'est de proposer une solution qui ne fait pas de jaloux? Ça, je vous laisse le débat philosophique. C'est un vaste débat. D'autres points assez importants, il va falloir vraiment que je termine, c'est que les classements coûtent cher. Alors ça coûte cher en temps à ceux qui les font, ça coûte pas cher à l'éducation nationale puisque les profs qui le font sont bénévoles, comme pour beaucoup de choses. Ils sont faits avec des... Hein, ils ne sont pas payés pour ça a priori. Ça fait partie de leur travail. Ce qui est, oui, depuis que ça a été fait, c'est travailler plus pour gagner pareil, voire moins, mais voilà. Donc il y a... Quand on classe autrefois, je ne sais pas combien classaient de candidats les formations, mais je pense qu'elles en classaient peut-être une petite centaine de candidats pour, peut-être 2 ou 3 fois le nombre de places. Aujourd'hui, on classe 30 fois le nombre de places.
Les données sont relativement peu informatives, je trouve, puisqu'il y a des différences de niveau importantes, des différences de notation importantes entre établissements. Et les critères sont variables entre les formations. Je pense que d'une prépa à l'autre, on ne recrute pas pareil, et c'est jamais publié. Alors moi, je propose juste une petite solution iconoclaste. C'est qu'on pourrait avoir un examen avec des épreuves nationales. On demanderait à chaque formation de publier des coefficients. On classe les candidats par les notes pondérées par ces coefficients et on trie les candidats par leur score dans chaque formation. C'est très intéressant. On fait une analyse automatisée des dossiers, c'est-à-dire que ça coûte à peu près 0. Ça demande un temps qui est à peu près 0. Ce qui veut dire que le classement, il peut se faire juste après la publication des notes du bac. Le lendemain des notes du bac, on a le classement et on peut affecter les candidats et on sait où ils sont affectés. Voilà. Oui. C'est déjà fait en Tunisie, en fait. Ça se fait dans un certain nombre de pays. Oui, tout à fait. Donc voilà, et le classement comme ça, il a lieu sur le résultat des élèves sur l'examen national qui a lieu à la fin de la terminale et pas au milieu de la terminale avec... Voilà, je pourrais appeler ça, j'appellerais ça le bac, effectivement. Voilà, pourquoi pas. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Hein? Voilà, mais tu comptes pas le temps de correction des copies, là. Mais le temps d'organisation de l'examen national. Mais quelque chose qui est quand même terrible, c'est qu'on fait 10 fois l'analyse d'un même dossier, puisque pour un même candidat, il va postuler sur 10 ou 20 vœux, et il va avoir son dossier qui va être analysé 10 ou 20 fois. C'est un gaspillage. C'est un gaspillage des moyens publics. Mais... Je suppose qu'à chaque fois le dossier est parfait, on dirait de 1000 examens du même dossier, et que si le dossier n'est pas parfait, à un moment donné, il sera évalué correctement le bac. En clair, si un candidat se plante le bac, il va se planter dans toutes les formations. Oui, ça a un inconvénient. Alors, pas dans toutes les formations, parce qu'il va se planter à une épreuve ou deux, et suivant les formations, il ne sera pas la même pondération. Mais, alors, c'est ce qui se fait dans tous les concours de recrutement. Et si on se plante, on peut repasser l'année suivante. Bon. Pour commun, plus tu regroupes, moins ça coûte, mais plus ça devient injuste. Et plus c'est fatigant. Sur les dossiers, il y a le même problème. Il suffit qu'il y ait eu un problème entre un étudiant et un de ses professeurs. Donc ça nous pourrit sur le dossier. Personne ne voit le dossier et il y en a toujours une qui finira par la pondération de cet incident. On démarrait un dossier avec 2 en maths en étant élève pénible, qui va tout le temps en classe, qui ne travaille jamais, alors que c'est juste un problème personnel avec un. On va parler. Aymeric, je crois que. Vas-y, tu as le micro. Je vais revenir un peu en arrière sur ce que tu as dit. Tu as expliqué à plusieurs moments pendant la conférence que tu préférais l'algorithme qui est stable et qui est optimal du point de vue des étudiants et étudiantes. Ouais. En fait, ça pose un problème, à mon avis, dont tu n'as pas du tout parlé, qui est le fait que dans ce cas-là, ça donne éventuellement des stratégies de manipulation pour les universités qui ont en fait accès à beaucoup plus d'informations que les étudiants et étudiantes. Alors, elles ont pas. Ça dépend. Si les étudiants juste te font des vœux, que ces vœux sont pas classés, et qu'en plus on transmet aux universités que les dossiers des étudiants qui postulent et pas plus d'informations, les universités n'ont pas énormément d'informations à ce sujet. Elles peuvent essayer de manipuler un peu. Après, donc il faudrait voir ce que ça donne en pratique sur les manipulations possibles. Je pense qu'elles ne sont pas si simples que ça quand même à mettre en place. Parce qu'il faut non seulement avoir des informations sur les étudiants, mais il faut avoir des informations sur ce que vont faire les autres universités. Bien sûr, il y a cette possibilité. On peut espérer que... Il y a plusieurs façons de répondre à ça. On peut espérer ou bien que les universités vont réagir de façon correcte, ou bien on met des critères complètement objectifs, et les notes du bac, ça peut être une façon de faire les choses. Et ça, sur les critères objectifs, il n'y a pas moyen de tricher de la part des universités. Le critère, il est défini. L'université donne juste des pondérations. On peut imaginer qu'elles choisissent les pondérations pour tricher, mais ça va devenir vraiment très difficile, je pense. Voilà, alors, juste, je crois que j'ai 2 transparents pour finir. Si on regarde les critères de sélection, donc il y a plein de choix possibles, on les a déjà évoqués, avec plein d'arguments en faveur de ces critères. Par exemple, le choix aléatoire, c'est le plus équitable qui soit. Donc on accepte les candidats aléatoirement dans les formations. On peut le faire sur les notes du candidat, c'est très méritocratique. On peut le faire sur la probabilité de réussite dans une formation et la probabilité d'emploi à la sortie de la formation, en disant que c'est un bénéfice espéré pour la nation et que c'est un investissement. On peut le faire sur l'ordre d'arrivée, les plus motivés arrivent les premiers normalement.
On peut le faire sur des critères sociaux. Ça permet, en disant que ça va permettre une plus large diffusion de la culture, de réparer des injustices qui ont eu lieu avant. On peut le faire sur des critères géographiques, en incitant les gens à étudier près de chez eux, en disant que c'est mieux, que c'est plus écologique ou je ne sais pas quoi. Évidemment, il y a aussi plein de très bons arguments contre ces critères. Par exemple, sur le critère géographique, c'est sympa de vous inciter à étudier près de chez vous si vous êtes à côté de la Sorbonne. Si vous êtes dans la Creuse, c'est peut-être un petit peu moins intéressant en termes d'offres de formation. Sur les critères sociaux, est-ce que c'est le boulot du recrutement en université de réparer les injustices, je ne sais pas. Sur l'ordre d'arrivée, ça dépend du critère de motivation, mais ça dépend aussi si vous habitez à côté de l'université ou à 300 km. Sur la probabilité de réussite, est-ce que le but des études, c'est uniquement de faire des gens qui vont travailler, qui vont rapporter de l'argent au pays? Peut-être pas. Les notes du candidat, est-ce que c'est équitable aussi ou pas? Je ne sais pas. Et le choix aléatoire, ça conduit aussi à du grand n'importe quoi. Ça conduit à envoyer des gens au casse-pipe. Voilà. Donc il y a de très bons arguments contre, des très bons arguments pour chacun de ces critères, mais il s'agit de réfléchir un petit peu. Et ces critères, ils découlent en fait aussi de choix politiques. Alors des exemples de positions qu'on peut entendre, c'est que l'enseignement supérieur est un investissement pour la nation, et donc il faut investir uniquement sur les filières et les étudiants qui sont rentables. Alors je caricature un peu les positions, mais pour montrer ce que ça peut donner. Ou alors l'enseignement supérieur, c'est un moyen d'épanouissement pour les citoyens, et on doit répondre à toutes les demandes, même si ça coûte très cher, et qu'à l'issue de la formation, il n'y a pas d'emploi, ou même que les gens échouent dans la formation, mais c'est pas grave, parce que ça leur aura quand même apporté quelque chose. Ou alors on peut dire on va laisser exploser le système, comme ça l'État finira par mettre un peu plus de moyens dans le système. Point de vue assez cynique, que je ne partage pas, hein, mais qu'on peut... J'ai déjà entendu des points de vue qui n'étaient pas forcément loin de ça. Et puis après, il y a un dernier point de vue, qui est un point de vue super confortable, c'est surtout je ne prends pas position, et je ne veux pas rentrer dans le débat, parce que comme ça, on ne pourra pas me reprocher ce que j'ai dit. Voilà, alors j'espère que... Enfin, moi, c'est une position qui m'insupporte, parce qu'il me semble qu'on a la responsabilité d'essayer de réfléchir à ces questions. Voilà, je vous remercie. Merci Julie Cohen. Pour les questions, malgré votre enthousiasme, essayez d'attendre le micro, enfin de demander le micro et de l'attendre. Ah non, j'ai levé avant. Moi, c'est juste une petite remarque. Je suis un petit peu surpris qu'on ait mis sur le même plan le système Parcoursup en ce qui concerne les prépas et ce qui concerne les universités, alors que la question n'est pas la même entre des formations sélectives et pas sélectives. Oui, donc les choses ne se passent pas de la même façon. Mais dans les deux cas, pour moi, il y a quand même un processus de sélection qui n'est pas sur les mêmes critères, à tort ou à raison, mais qui n'est pas effectivement sur les mêmes critères. Mais il y a bien un processus de sélection, puisque de toute façon, dans un certain nombre de formations, que ce soit prépa ou université, il y a plus de monde qui demande la formation que de place dans la formation. Donc c'est en ce sens-là qu'ils sont sur un même plan. Après, je ne dis pas que les critères doivent être les mêmes dans les deux cas. Je ne sais pas si ça répond... Moi, je voulais te questionner là, sur un aspect que tu n'as pas évoqué, qui est la question des données. Dans tout l'exposé, tu supposes que les étudiants sont capables de faire des choix, d'ordonner leurs choix de manière absolument parfaite, et tu ne prends pas du tout en compte l'incertitude ou le manque de précision dans l'ordonnancement des choix. Et donc on pourrait s'intéresser à des algorithmes qui soient un petit peu résistants à ce type de choses. Oui, alors on peut imaginer des algorithmes où je ne sais pas si ça rejoint un peu ce que tu voulais, mais on peut imaginer des algorithmes où un étudiant dit telle et telle formation m'intéresse, mais que ce soit l'une ou l'autre, c'est pareil pour moi. Ça ne simplifie pas forcément les choses, c'est rare. Enfin, je pense qu'en général, les étudiants finissent par exprimer un choix. De toute façon, il y a un moment, si on leur offre les deux, il faudra bien qu'ils choisissent entre les deux. Et le fait que les étudiants choisissent... Alors, est-ce que les étudiants sont capables de faire les bons choix? On peut espérer. En tout cas, on peut espérer qu'ils sont en âge de faire des choix eux-mêmes. Et en pratique, les conseils qui sont donnés par les collègues du secondaire à tous leurs étudiants, c'est de toute façon, il faut classer vos choix le plus tôt possible,
quitte à changer votre choix après, mais si vous n'avez pas réfléchi à la question avant, au moment où on vous demandera de choisir entre deux formations, vous ne saurez pas quoi choisir. Donc il faut avoir, c'est vraiment le conseil que j'ai entendu de la part de tous les collègues du secondaire, faites un ordre de vos choix, ordre au sens ordre linéaire, c'est-à-dire sans aucune égalité. D'autres questions? Non, bon, eh bien non. Merci Julie Kael. Merci.